Bienvenue à tous. Merci beaucoup d'être là avec nous, avec le COA, collectif Oralité Auvergne, l'IREM de Lyon et la Grande Oreille à Paris, à Malakoff. C'est donc notre troisième rendez-vous ce soir de ce cycle de six rendez-vous autour du projet Mythes et Maths. Pour un petit rappel, ce projet Mythes et Maths a émergé à la suite d'un premier projet Erasmus mené par la Grande Oreille, un projet qui s'appelle Seeds of Tellers, autour des cercles d'enfants conteurs, pour promouvoir l'oralité et donner accès aux contes dès le plus jeune âge, et pas uniquement en tant qu'audience, mais aussi en tant que pratiquant. Voilà, ce projet était en lien avec ce qu'a développé Suzy Platiel, l'anthropologue, autour de la structuration de la pensée et de l'être à travers la pratique du conte en cercle. Structuration dans son aspect cognitif, psychique et social. Et je passe la parole à Marie-Odile pour continuer la présentation de nos partenaires. Marie-Odile. Donc, ce projet Mythes et Maths a pour objectif de créer un pont entre le plus ancien des arts, qui est le conte oral, la plus ancienne des sciences, qui sont les mathématiques. Et qui participe à ce projet? Au départ, il y a la Grande Oreille, qui est la porteuse du projet, avec Nicolas Médélec, qui a lancé le projet précédent de Seed of Tellers et celui-ci. Il y a deux écoles élémentaires, l'une en Bulgarie, l'autre en Espagne. Il y a des conteurs et des conteuses que je représente via le collectif Oralité Auvergne. Et puis, il y a des enseignants en mathématiques et des chercheurs qui sont représentés ici par Christian Mercas et l'Institut de recherche l'IREM de Lyon. Quel est l'objectif de ce projet? Comment on pense faire avancer un petit peu l'éducation dans ce domaine? On met en ligne un site, et sur ce site, il y a une bibliothèque de contes qui ont une dimension mathématique, et il y a des fiches mathématiques. Le site de Mythes et Maths, je pense que les uns et les autres, vous avez déjà été voir. Voilà, ça a été mis par Christian déjà. Le lien se trouve dans le chat. Il y a des fiches pédagogiques. Sur ces fiches pédagogiques, il y en a qui ont pour thème utiliser concrètement des contes dans des objectifs mathématiques. Et il y en a d'autres qui ont un thème plus de compétences transversales, et c'est à ça que nous allons nous intéresser aujourd'hui. Ce sont les compétences notamment centrées autour des représentations mentales. Pourquoi on s'intéresse à cet aspect aujourd'hui, particulièrement des images mentales? C'est que souvent on oublie la manière dont on a appris ou dont on apprend. On a tellement, on est devenu tellement habitué à ces chemins de pensée qu'on ne sait plus décomposer les processus. Alors, si on reprend par exemple l'expérience avec la petite enfance pour la cuisine, les arts plastiques, la musique, la danse, qui implique le corps, eh bien, malheureusement, on observe qu'il y a assez peu de place qui est conservée pour cet aspect-là, pour développer la conscience sensorielle. Après, quand on arrive dans le primaire à partir du CP. Et c'est d'autant plus important que finalement, c'est d'avoir conscience qu'on a conscience du corps et qui développe vraiment des chemins cognitifs spécifiques. C'est pas seulement de faire l'expérience du corps ou seulement de faire une expérience sensorielle. Par exemple, pour le gâteau au chocolat, souvent, on s'entraîne à reconnaître les mots de la recette, mettre dans l'ordre les actions, différencier, identifier les ustensiles, et la même chose pour les ingrédients, mais on oublie d'évoquer, de nommer le parfum du chocolat, la sensation des mains dans la farine, le gras de l'huile, le gluant, les sensations frais, chaud, agréables, collants, désagréables. Voilà. Cette mise en langage et l'expression de ces expériences, elle est essentielle.
parce que et elle est essentielle parce qu'elle permet un premier réinvestissement de l'expérience dans un espace déjà symbolique qu'est le langage, et aussi elle est essentielle parce que elle est partagée. Et dans cet espace de partage, eh bien, il y a un deuxième niveau d'élaboration qui se construit. Euh, et puis on peut tout à fait, par exemple pour le gâteau au chocolat ou pour toute autre expérience, on pourrait très bien demander aux enfants, pas seulement quels ont été les ingrédients ou dans quel support ils ont tourné la farine, mais comment ils se sont sentis à faire ça. Et c'est pas pareil quand on met les ingrédients, quand on casse les œufs, que quand il faut faire l'effort de tourner, voilà, etc. Et tous ces aspects-là du ressenti de l'expérience sont extrêmement importants pour élaborer la pensée. Je passe la parole à Marie-Odile pour les images mentales, parce que finalement, qu'est-ce qu'on veut dire quand on parle d'image mentale, Marie-Odile? Alors, on s'est rendu compte au cours de ce projet, notamment avec notre approche à nous de compteurs, que les images mentales étaient complètement au centre de notre mémoire et de notre expression de compteur, mais que c'était également au centre de la compréhension du monde, de la mémoire, de la pensée. Et je vais vous faire juste un exemple que tout le monde connaît. Je vous mets la main. Hop. Voilà, vous connaissez ça. Donc, une poule sur un mur qui picote du pain dur. Picoti, picota, lève la queue et puis s'en va. C'est tout simple, c'est une comptine, c'est prévu pour des tout petits. Et qu'est-ce qu'on élabore avec ça? On élabore la relation, toute la part relationnelle de la communication. Et puis ensuite, il y a la sonorité des mots pour les tout petits petits, puis vient le sens des mots. Et quand vient le sens des mots, on met en jeu, on appelle, tiens, ça c'est le mur, et ça c'est la poule. Et nos gestes créent dans notre univers, appellent dans notre univers l'image du mur, l'image de la poule, qui sont déjà la base d'une représentation mentale et déjà la capacité de convoquer, bon ça y est, je sais ce qu'est un mur, ce qu'est une poule, et moi, avec mes gestes, je peux faire venir dans le monde présent la poule, le mur, pour raconter une petite histoire. Et cette capacité, ce mécanisme-là, il a plusieurs éléments, il a plusieurs supports, et il a un mécanisme qui est un peu aveugle. On ne se rend pas compte comment ça se fabrique. Et la première étape de cette fabrication, c'est de développer le rapport au monde et les expériences sensorielles, comme disait Nathalie. Développer l'attention aux perceptions sensorielles, à la vue, qui est notre sens dominant, mais aussi aux odeurs, mais aussi au goût, mais aussi aux perceptions auditives. Et aussi aux souvenirs de mouvement, qu'est-ce que c'est mon appui, qu'est-ce que c'est, comment je saute, qui permet de créer une première, le premier support des représentations mentales, c'est le rapport qu'on crée avec le monde et la capacité à percevoir avec tous nos sens les situations que l'on vit. Oui, observer le monde, être attentif à ce monde, eh bien, ça, c'est le premier pas. Et alors, tu parlais d'observation. Il y a beaucoup. On peut décliner tous cette pratique. Comme tu l'évoquais à un moment, Marie-Odile, quand tu parlais, par exemple, de percevoir le corps en classe, avec ses appuis, le dossier dans l'espace, tourner, danser. Et on peut même aussi faire des dessins dans le dos. Vous allez voir, on a une fiche là-dessus. Et souvent, on se méprend sur la
l'ampleur en fait de ces exercices parce qu'on les prend, on a tendance à minorer une action quand elle est ludique, alors que pour la conscience, plusieurs études ont été menées, dont une où en classe on invitait des enfants à jouer avec leur ombre. Et le fait de s'observer, d'observer leur propre ombre portée, euh, euh, en fait, ils devenaient beaucoup plus conscients d'eux-mêmes, beaucoup plus conscients de leur corps, plus conscients de l'espace, et ça avait un effet extrêmement constructif et sur l'attention en classe et sur leur conscience corporelle. Et il y avait un effet d'apaisement aussi qui avait été remarqué et qui était vraiment notable. Euh, alors, dans l'observation, on peut être sur une observation stricte, directe, mais aussi on peut parfois, une fois que on a regardé son environnement avec acuité, eh bien, on peut au contraire défocaliser et se mettre à chercher dans l'environnement eh bien, des figures, des visages, des formes qui nous rappellent d'autres personnages, autre chose que ce que l'on voit directement. Par exemple, dans les nuages, cet entraînement à rechercher, je ne sais pas, des dragons, des oiseaux, des silhouettes humaines, ou encore un sourire dans un tronc d'arbre, ou parfois dans la façon dont un pull est plié, déposé sur une chaise. Eh bien, ce petit exercice qu'on appelle la pareidolie est un exercice très intéressant d'élaboration mentale, de construction mentale. Tout ça pour dire qu'on cet vaste espace d'expérience nous permet de construire une bibliothèque. Cette bibliothèque est personnelle, propre à chacun. Elle nous permet quand même, il y a une partie de la bibliothèque qui est commune, et donc ce sont des endroits où on se retrouve avec les autres autour de représentations et de symboles, mais surtout cette mémoire en fait des expériences, elle nous permet d'acquérir aussi une mémoire du langage. Donc il y a ce lien qui s'élabore entre à partir de la description ou de l'expression dans le partage, quand on s'entraîne à mettre en mots toutes ces expériences concrètes et voilà, et qu'on s'entraîne aussi à faire revenir des images. Alors, dans cette étape-là, oui. de faire revenir des images, on a de la même manière qu'il y avait la poule sur un mur qui faisait venir une réalité gestuelle. Je vous propose une expérience, je vais vous proposer deux expériences communes. Il y a une première, c'est la tasse de chocolat. Alors, la tasse de chocolat, c'est, bah voilà, regardez, j'ai une tasse de chocolat dans les mains. Ça sent bon. Et puis, c'est chaud, ça réchauffe et ça sent le chocolat. Et le dessus, il est crémeux. Il y a quelqu'un qui a fait un dessin sur cette crème. Je vais la goûter. C'est chaud, c'est sucré, c'est parfumé. Il y a un peu de cannelle, c'est absolument délicieux. J'évoque devant vous une expérience sensorielle, une tasse au chocolat, et ce que je convoque, c'est bien plus que l'image visuelle de la tasse au chocolat. Dans notre représentation mentale, il y a la capacité de convoquer l'ensemble des sens. C'est la Madeleine de Proust, hein, c'est tout ce qui s'associe à ce souvenir. Et dans cette bibliothèque dont Nathalie parle, il y a non seulement des souvenirs visuels, mais il y a des souvenirs qui convoquent tous les sens. Et cette capacité à convoquer
convoquer les différentes dimensions d'une image qu'on va essayer de muscler avec les élèves, qu'on va essayer de remettre en action. Et pour ce travail, sur le site, on trouve, Mithemath, on trouve une fiche qui s'appelle la chasse au Grumpf. Et si vous voulez, on va essayer de faire ensemble cette chasse au Grumpf. Alors, chasse au Grumpf, il y a Nathalie qui va nous présenter la fiche si elle, juste l'endroit où ça se trouve. Et la chasse au Grumpf commence par, on imagine le Grumpf ensemble. Donc on imagine un monstre imaginaire qui, on décide ensemble quelle taille il fera, quelle couleur il aura, s'il est poilu, s'il est couvert d'écailles, s'il a des cornes, s'il a un bec. Et une fois que ce monstre commun, cette image a été construite de façon collective, eh ben, on va partir à la chasse. Et pour partir à cette chasse au Grumpf, on va traverser différents éléments. On traverse en premier, par exemple, un élément, le premier élément qu'on rencontre, mettons que ce soit la rivière. Alors, je vous propose d'utiliser le chat et on va essayer de construire ensemble l'image de cette rivière. Cette rivière, on commence par l'entendre. Qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que vous pensez qu'on peut associer comme son avec l'environnement d'une rivière? Alors, je vous propose de mettre vos propositions dans le chat. On entend le son de la rivière, on entend des éléments à côté. Je vois le vent dans les saules. Qu'est-ce qu'on peut entendre autour de cette rivière? Des galets qui roulent sous nos pas. On entend la rivière et puis autour de cette rivière, il y a des odeurs. Tiens, on a marché sur une petite herbe. Oh, il y a un héron qu'on a dérangé et qui s'est envolé. Il y a les ailes des oiseaux, il y a le clapotis, il y a de l'eau qui chute de roche en roche. Et au niveau du pied, il fait un peu froid. Alain, il a déjà mis les pieds dans l'eau. Il y a un oiseau qui chante. Et je ramasse une petite herbe de menthe. Ah, et je la goûte. Et il y a l'odeur de la menthe, et il y a l'odeur d'un peu de vase. Au niveau des odeurs, est-ce que l'environnement de la rivière vous fait venir des choses? La menthe, la mousse, le limpide de la pierre. La vase, un petit peu, oui. Et puis, on se penche un petit peu, on touche des choses. Qu'est-ce qu'on peut toucher à côté de cette rivière? Ah bah, le pied, il s'est enlisé. Alors là, on a des participants qui ont déjà entrepris de traverser la rivière. Donc, il y a de la mousse. Allez, on y va. On traverse la rivière. Cette rivière, il y a des cailloux. Il y a des cailloux. Et on saute d'un caillou à l'autre. Et sur les cailloux, il y a un petit peu d'algues. Puis, il y a des gouttelettes, il y a des éclaboussures. On sent la terre humide. Ça y est, je saute sur le premier caillou. Oula, c'est bosselé, ça glisse. Il y a des moules coupantes qui me blessent les pieds. Là, donc, on est dans une rivière qui est au bord de la mer, j'imagine. Et puis, on saute sur le deuxième caillou. Le deuxième caillou, il est un peu plus petit, il bouge un peu. Alors là, on a besoin d'équilibre. Donc, il y a des moules d'eau douce, je suis en train de l'apprendre. Oh, dites donc, on s'arrête un instant parce que là, c'est quelque chose de rare. Il y a une écrevisse, on a du mal à prendre son équilibre parce que ça glisse un peu. Allez, on saute sur le troisième caillou. Hop, troisième caillou, ça va. Celui-là, il est sec, il est plat. On fait un dernier saut. On arrive de l'autre côté et les enfants, les uns après les autres, traversent cette rivière. Et voilà. Et il fallait que ça arrive. Il y a quelqu'un qui est tombé dans l'eau. Cette eau, elle est comment du coup? Qu'est-ce que vous aviez comme chaussures? Est-ce qu'on avait enlevé les chaussures? Oh, elle est froide. Ah bah tiens, il y a un caca de mouette. Décidé, ouais. Il y a un caca de mouette. Et on se retourne et on regarde les autres qui passent. Et on regarde dans cette expérience commune qu'on mène avec les enfants dans une classe, les enfants traversent les uns après les autres cette rivière. Quand on met les doigts deux pieds dans l'eau, ça picote les orteils. L'eau, elle est un peu verte, tiens, dans cette rivière-là. Et peu à peu, dans la première séance, c'est l'animateur qui évoque la rivière.
on repropose, et puis on va d'un environnement à l'autre, on traverse une prairie, on traverse la boue, on traverse la forêt, on arrive à une grotte, et dans cette grotte, on rencontrera le Grumpf, et on retournera dans les différents éléments en courant. Et la première fois, c'est l'animateur qui évoque tous ces éléments, et puis, en reprenant cette expérience commune, en remettant la classe en mouvement sur ces différents environnements, eh ben, on peut peu à peu convoquer, comme je l'ai fait avec vous, tiens, ben, dis-moi qu'est-ce qu'on entend, dis-moi qu'est-ce que tu vois, tiens, il y a une écrevisse, tiens, et peu à peu, les enfants construisent ensemble cette image de rivière et en font vivre toutes les dimensions. On a un deuxième exemple de fiche, c'est la petite poule rousse, qui est un peu sur cette idée. On a plusieurs exemples. La petite poule rousse, alors c'est pas en mouvement, la petite poule rousse, on prend la fabrication du gâteau, comme je l'ai vu faire à Anne Prince en Bulgarie. Ce gâteau, ben, on le fabrique ensemble, on verse la farine. Et puis comment ça fait quand on verse la farine? On casse les œufs. Tiens, comment on fait pour casser les œufs? On reproduit les gestes, on convoque les perceptions que ça fait. Et ça permet de reconstruire ensemble cette image d'expérience commune. Souvent dans les classes, on fait des gâteaux. Et ben, tiens, on a ce répertoire de toutes ces expériences de toucher et d'odeur. Et ben, on l'invite ensemble pour fabriquer ce gâteau. Puis ce gâteau cuit, ça sent le chocolat ou ça sent les odeurs de ce qu'on a mis dans le gâteau. Et ça, c'est une autre manière d'inviter comment dire, de créer ensemble une image riche de toutes les perceptions sensorielles pour évoquer une situation. Merci beaucoup, Marie-Odile. Moi, je serais bien restée à faire le gâteau au chocolat avec la petite poule rousse, surtout pour le manger. Le réinvestir. Alors, ce qui est important, c'est qu'une fois que ces expériences sont faites, eh bien, je reviens au fait à cette bibliothèque parce que, ben, elle ne cesse de continuellement s'enrichir encore et encore et de constituer euh, non seulement une bibliothèque d'expérience, mais après une bibliothèque de mots, d'expressions, de langage, de formules, d'images, de métaphores de toutes sortes. Et on peut s'amuser avec ces jeux de remobilisation à travers les histoires. Là, ici, avec le Grumpf ou avec la petite poule rousse, vous pouvez les enseignants ou les conteurs peuvent, à leur guise évidemment, et le font, euh, proposer toutes sortes de remobilisation des expériences sensorielles antérieures. Euh, Ça peut être avec la sortie en forêt, la piscine, etc. Mettre en mots des expériences, ça permet de mettre en mots ensuite des situations, des contes. Et de décrire un lieu du conte, décrire un personnage, découvrir les différentes versions de ce personnage à travers le groupe, parce que personne n'a exactement la même princesse ou la même forêt, le même château, même parfois certains imaginent des chevaux, d'autres des chameaux, enfin voilà, les variations sont là à l'infini et c'est tant mieux parce que de la même manière que dans le conte, on va traverser les différents à travers le narrateur unique, on va traverser les différents personnages de l'histoire. Et ben de la même manière, on va à travers ces partages d'expériences et ces manières différentes de raconter, eh bien on va traverser et s'enrichir de la sensibilité des uns et des autres. Est-ce que tu veux nous présenter, Marie-Odile, la fiche de Itard Pétard, qui est Pierre le Rusé au marché? Mm. Alors, c'est un petit peu la même idée, mais peut-être pour les plus grands, parce que quand on parle de petite poule rousse ou de chasse à l'ours, on parle d'expérience de plus petits. Mais les Bulgares nous ont proposé un conte qui s'appelle Itard Pétard, qui est le récit de quelqu'un qui s'en va au marché. Et leur proposition, c'est de raconter ce récit pour aller au marché. Et
de la même manière qu'on le fait avec la petite poule rousse par les gestes, juste de proposer au fur et à mesure du récit, ben voilà, il marche sur le chemin, mais comment est-ce qu'il est ce chemin? Et puis d'ailleurs, il y a des arbres autour, comment sont ces arbres? Pas forcément en faisant débat sur chaque étape de ce récit, mais simplement en invitant les enfants à s'arrêter sur ces questions et à dire, ah ben oui, tiens, au fait, il marche sur un chemin, il est comment ce chemin, ce sont comment les arbres, ils arrivent dans le village, qu'est-ce qu'il y a dans le marché, qu'est-ce qu'on voit comme fruits, et il y a toute cette évocation mentale d'un environnement familier qui est le marché, qui est un chemin, et qui se construit, qui s'enrichit ensemble, comme on l'a fait pour la rivière, juste sans forcément se mettre en action pour le coup dans une salle, dans une salle. Il y a une autre version, c'est le jardin imaginaire. De la même manière, on se promène dans un espace et puis on essaye d'évoquer toutes les paramètres sensoriels qui sont mis en jeu dans ce jardin. Il y a le jeu des statues qui, lui, fait venir, met en mouvement les enfants et évoque par exemple la situation d'attendre un bus à un arrêt de bus, et puis comment on est ennuyé, ce bus il met longtemps à venir, puis quand le bus arrive, eh ben, il s'arrête pas. Alors c'est faire venir les ressentis des différents moments de ce petit récit. Donc là, on a l'étape donc perception sensorielle de l'environnement. Il y a l'étape enrichissement de l'évocation collective de cet environnement. Et puis ensuite, une autre expérience que je vous propose, c'est de construire ensemble une image mentale à partir d'un énoncé de devinette. Il y a peut-être des compteurs dans cette assemblée, donc peut-être que on a des gens qui sont très forts en devinette. On vous propose, si vous avez une réponse ou si vous avez une idée, de mettre dans le chat, non pas la réponse ou l'idée, mais de mettre dans le chat un indice qui aidera les autres à trouver la réponse. L'objectif, c'est, les devinettes ont toujours un langage un petit peu à double sens. La première, c'est fabriqué pour que la première image qu'on crée, elle soit un peu à côté de la plaque. On est obligé de décaler son regard pour trouver la réponse. On va essayer de vivre ça. Alors, ma devinette, c'est: on y rentre par la porte, on en sort par la fenêtre et aussi par les cheminées, et pourtant, on reste à l'intérieur. On y rentre, je vous la mets dans le chat, on y rentre par la porte, on en sort par, La par fenêtre. la fenêtre ou par la cheminée, et pourtant, on reste à l'intérieur. Alors, j'ai un premier indice qui dit que c'est un vêtement. Ça, c'est un indice qui est très porteur. Au moment où j'évoque la porte et j'évoque la fenêtre, on évoque un bâtiment. Au moment où on a la proposition vêtement, plof, on passe à autre chose. Tiens, non, on n'est pas sur une image de bâtiment, on est sur une image de vêtement. Donc, je rentre par la porte d'un vêtement, j'en sors par la fenêtre, la cheminée, et je reste à l'intérieur, c'est un pull. Alors, je fais remarquer à Caroline que pull est une réponse et non pas un indice. À ce stade-là, vous aviez sans doute peut-être tous trouvé. C'est une très grande difficulté de dire je pense à ça et je donne un élément qui aide les autres à trouver. Par exemple, si on pense à un pull ou un vêtement, on peut dire c'est mou. Tiens, chacun de nous, on a peut-être un sur soi. Et c'est donc cette difficulté-là. Je vous en fais une deuxième, puisque maintenant vous avez compris la règle du jeu. Et je ne l'ai pas tapé, donc je ne vais pas pouvoir vous la taper. Peut-être que Christian va être très rapide et va arriver à faire ça. Je suis vivant sans souffle, froid comme la mort. Je porte une armure qui ne cliquette pas. Vivant sans souffle, froid comme la mort, je porte une armure qui ne cliquette pas. Je vous propose de mettre soit des questions, soit des petits éléments qui aident à trouver cette devinette, où vous pouvez demander
Voilà. Vivant sans souffle, froid comme la mort, je porte une armure qui ne cliquette pas. L'armure fait penser à un guerrier, un chevalier. Vivant sans souffle, bah, on est bien ennuyé parce que ce chevalier, qu'est-ce que ça peut être? Océan, si tu penses à océan, faudrait dire, tiens, est-ce que c'est un élément? Est-ce que c'est grand? Et je te réponds non, ce n'est pas grand, ce n'est pas l'océan, ce n'est pas mouillé, ce n'est pas. Alors, oui, ça peut être mouillé en vrai. Oui, ça peut être mouillé. C'est mouillé. Ça peut être grand. Ce n'est pas fluide. Ce n'est pas un sentiment. Je vous donne un indice, c'est quelque chose que l'on peut toucher. Ce n'est pas une plante. Vivant sans souffle, froid comme la mort, je suis armé, je suis vêtu d'une armure qui ne cliquette pas. Ce n'est pas forcément lourd, c'est pas spécifiquement lourd, ce n'est pas très dur. Deuxième indice, c'est un être vivant. Vivant sans souffle, froid comme la mort, je suis vêtu d'une armure qui ne cliquette pas. J'ajoute un indice, c'est un animal. Pourquoi Dolto? Il a des écailles, il n'a pas de bras, ce n'est pas un crustacé. Oui, ça se mange. Ça vit dans l'eau, oui. Alors, bon avec de l'ail, pas forcément avec de l'ail. Non, ça ne vit pas dans une coquille. Ça ne rampe pas. Ça a des nageoires. Alors, froid comme la mort, une armure qui ne cliquette pas, la tortue, ça fonctionne. Oui, alors Christian est fervent de l'ail, mais par contre, ça a un goût assez léger. Donc, si on met trop d'ail, on ne sent plus le goût de l'aliment. Ça se mange. Si je vous dis que c'est donc, on récapitule, hein, vivant sans souffle, froid comme de la mort, froid comme la mort, non, ça n'a pas cinq branches. Froid comme la mort, je suis armé d'une armure qui ne cliquette pas, on en est toujours aux indices. On a dit que c'était un être vivant, un animal. Et là, il a des nageoires, là, on se rapproche vraiment, là, Christian, il trouve que c'est bon. Voilà. Donc, à ce stade-là, on peut donner la réponse, je pense. C'est pas toujours dans un aquarium. Non, ce n'est pas le homard, c'est le poisson. Le poisson, l'armure du poisson, ce sont les écailles, vivant sans souffle, et il ne cliquette pas, son armure ne cliquette pas. L'expérience qu'on vient de faire, c'est d'intégrer, mais c'est quelque chose qui est très, très intéressant et très à faire régulièrement dans une classe, parce que ce qui se construit là, c'est je suis capable de modifier mon image mentale en prenant les éléments qui sont donnés euh, euh, de l'extérieur. À la fois, j'ai mon image mentale, à la fois, je peux prendre des éléments et les donner. Et les prendre et en faire, à modifier son image mentale pour arriver collectivement à la réponse. Et ceux qui ont trouvé, qui ont une idée, qui ont trouvé une réponse, eh ben ça demande de voir précisément cette image mentale et d'en donner un élément sans donner la réponse, qui est une chose très difficile, vous l'avez expérimenté. Et ce jeu de devinette, c'est vraiment, depuis la grande section de maternelle jusqu'au collège, c'est un exemple de travail de construction collective d'image mentale qui est extrêmement, extrêmement intéressant. Merci beaucoup, Marie-Odile, pour ces devinettes. Euh, il y en a plein d'autres, mais on va pas toutes les faire. On va continuer sur ce processus justement de construction qui nous permet eh bien de construire, de passer de choses observées à une élaboration de chimères.
comme les dragons, les hydres, des sirènes, et puis tous les personnages dont on est assez éloigné, qui sont présents, par exemple dans Tom Pouce, qui sont éloignés de nous par la taille, ou encore dans Le Petit Poucet, l'ogre. À proprement parler, directement, on n'en connaît pas. Euh, mais bon, après, on peut en avoir d'autres représentations. Les fées, euh, lorsque Vassilissa rencontre aussi la Baba Yaga, avec cette maison absolument incroyable qui se déplace toute seule sur ses pattes de poule, et elle-même, la Baba Yaga, qui se déplace sur son, sur son pilon. euh, euh, et traînant son mortier dans les airs avec elle comme si c'était un simple petit aéronef capable de défier toute apesanteur. Donc tout ça, ce sont des exercices. Alors j'allais vous proposer une pratique qui est par exemple d'imaginer que vous êtes Tom Pouce dans une trousse, mais il est déjà 20h41 et j'aimerais qu'on avance dans notre programme. Vous voyez maintenant où on veut en venir sur ce petit muscle de l'imaginaire et des représentations mentales que l'on entraîne. Parce que bah, si on peut faire Tom Pouce dans la trousse, on peut imaginer ce que Gulliver voit de sa hauteur d'un village ou d'une forêt, ou si on est un aigle et qu'on regarde en bas, etc. Et je reviens vers toi, Marie-Odile, parce que tu as une proposition vraiment très amusante par rapport à une autre forme d'image mentale qui permet de mémoriser un chemin narratif d'une histoire. Est-ce que tu veux bien nous inviter dans cet espace? Oui, donc on a bien vu comment créer les images mentales, on a bien vu comment les convoquer, les remanier, les faire bouger. Un autre aspect des images mentales, qui est vraiment notre outil à nous, les conteurs, un outil de mémorisation. Et cet outil de mémorisation, ça crée c'est prendre appui sur un chemin narratif créé en images par nous et s'en servir pour raconter. La petite poésie que je vais vous présenter là, peut-être que vous la connaissez, c'est dans la ville de Paris, il y a une rue. Je vous la raconte une fois et puis je vous dis la suite. Dans la ville de Paris, il y a une rue. Dans cette rue, il y a une maison. Dans cette maison, il y a un escalier. En haut de l'escalier, il y a un couloir. Au fond de ce couloir, il y a une porte. Derrière cette porte, il y a une chambre. Dans cette chambre, il y a une table. Sur cette table, il y a une cage. Dans cette cage, il y a un oiseau. L'oiseau renverse la cage. La cage renverse la table. La table renverse la chambre. La chambre renverse le couloir. Le couloir renverse l'escalier. L'escalier renverse la maison. La maison renverse la rue. La rue renverse la ville de Paris. Ça paraît, on se dit, ouh là là, jamais de la vie je peux raconter ça. Je vous propose, comment on pourrait faire? On pourrait peut-être vous proposer d'ouvrir vos micros, de lever la main et de dire la phrase d'après. C'est-à-dire, moi je commence, je dis, dans la ville de Paris, il y a une rue. Est-ce que quelqu'un veut dire le morceau qui suit? Dans la rue, il y a une maison. Est-ce que quelqu'un veut dire la suite? Dans la maison, il y a un escalier. La suite? En haut de l'escalier, il y a un couloir. Au bout du couloir, il y a une chambre. Dans la chambre, il y a une table. Sur la table, il y a une cage. Dans la cage, il y a un oiseau.
L'oiseau renverse la cage. Je ne sais pas si on en est déjà là. La cage renverse la table. La table renverse la chambre. La chambre renverse le couloir. Le couloir renverse l'escalier. L'escalier renverse la maison. La maison renverse la rue. Je ne sais plus. Oui, c'est ça. C'est ça. Et la rue renverse la ville de Paris. Bravo. Mhm. Vous vous rendez compte que si on vous avait dit récitez par cœur ce texte après l'avoir entendu une fois, jamais de la vie vous vous seriez dit oui, oui, c'est bon, je suis capable. Ce qui vous est arrivé en faisant ça, c'est, je fais l'hypothèse, hein, c'est chaque étape crée l'étape suivante par image associée, par fil logique, qui est exactement le fil de notre narration à nous les conteurs, et ce qui est, vous le voyez bien, extrêmement efficace pour mémoriser quelque chose. Donc les images mentales sont à la fois, on peut les intégrer, on peut les convoquer, et ce sont un appui extrêmement efficace de mémorisation. D'ailleurs, il y avait il y a des techniques de mémorisation qui permettent, qui fonctionnent sur, ben voilà, vous avez plusieurs choses à vous souvenir, vous mettez telle chose dans telle pièce de votre maison ou dans tel tiroir de votre commode, et ces images mentales vous aident à vous souvenir. Et c'est très important de faire prendre conscience aux enfants que ce support-là, en vrai, il y a des enfants qui imaginent qu'ils n'arriveront jamais à se rappeler quoi que ce soit, et en vrai, en s'appuyant sur les images mentales, on se souvient très facilement de beaucoup de choses. Et en plus du processus de mémorisation, on arrive à des chemins comme, eh bien, si je dis que l'oiseau renverse la ville de Paris, dans ce cas, c'est vrai. Et donc, on commence à rentrer dans des chemins de représentation mentale qui s'éloignent directement de la réalité, mais qui, de manière logique, fonctionnent et nous font rentrer pas à pas dans des représentations de l'abstraction. Dans ces histoires, évidemment, vous avez remarqué, je vous ai emmené sur le côté des contes de randonnée, et donc il y a la moufle, la cacahuète, le bonhomme de pain d'épices, le géant, etc. Et vous pouvez en retrouver beaucoup d'autres sur le site Mythes et Maths. Donc, pourquoi des jeux de représentation mentale? Ben, pour imaginer, réfléchir, partager, communiquer, élaborer, inventer, déconstruire. L'image mentale, finalement, c'est la clé à molette des opérations cognitives. Dans le conte, vous le savez, on est constamment en train d'utiliser cet outil. Et les représentations mentales nous permettent de comprendre, de mémoriser, de réfléchir, d'inventer. Et donc c'est en partant de ces observations que des pédagogues se sont rendus compte que les contes étaient un fabuleux appui pour l'apprentissage des mathématiques parce qu'ils préparent l'esprit à des opérations qui vont être nécessaires dans les mathématiques. Ça peut être des opérations simples au départ, enfin qui peuvent paraître simples, comme le calcul, l'identification des chiffres, mais il faut bien savoir observer. Il faut bien aussi savoir manipuler. Ça peut être des opérations parfois un peu plus élaborées, comme par exemple lorsqu'on rentre dans les dizaines, souvent on fait des barres avec des groupes de 10 cubes, et puis les enfants au début ils manipulent, et c'est normal, c'est leur chemin d'apprentissage commence par le corps, et puis au fur et à mesure qu'ils deviennent plus confiants dans leur capacité à,
à s'appuyer sur ces représentations mentales et qu'ils les mémorisent, eh bien, ils vont pouvoir quitter plus facilement cette opération de comptage manuel qui est plus coûteuse en temps et en énergie pour faire confiance à une représentation visuelle peut-être une représentation d'un chiffre ou d'une addition, d'une soustraction, d'une proposition de calcul, par exemple. Mais ça peut être d'autres opérations. Dans le site, il y a des fiches mathématiques et au mois de février, Nicolas Nedelec et Laurent Chenoux, puis Christian Merca et Alain Carpati au mois d'avril reviendront sur ces aspects plus spécifiques des fiches mathématiques. Mais dans tous les cas, par exemple, il y a des choses qui peuvent aller du côté des fractions ou du côté de la géométrie, des représentations de l'espace. Avec Marie L'Huissier, juste en préambule, au mois de mars, nous élaborerons plutôt la partie ludique. Et pour voir en quoi cette dimension ludique est vraiment un espace aussi essentiel que de se tromper, que d'accepter de se tromper. Parce que si tous les joueurs ne font pas des mathématiciens, tous les mathématiciens aiment jouer et acceptent de se tromper. Voilà. Peut-être que maintenant, on peut passer à la partie questions, s'il y en a. Pour terminer, je voudrais juste souligner que tous ces gestes mentaux que nous avons détaillés avec Marie-Odile sont des gestes qui construisent l'attention, la mémorisation, la compréhension, la réflexion, l'imagination, gestes qui sont développés dans les écrits de Antoine de la Garandrie, mais aussi par d'autres approches. Germaine Tortel en parle amplement, Freinet aussi, voilà. Il y a beaucoup de pédagogues qui ont développé ces différents aspects, enfin les bénéfices transversaux de ces gestes mentaux. Voilà. Je vous laisse poser vos questions à travers le chat. Je vous remercie beaucoup. Est-ce que tu veux rajouter quelque chose avant que l'on passe aux questions, Marie-Odile? Ah ben c'est vraiment une découverte pour moi que j'ai faite dans ce projet. C'était que rien, aucune appréhension du monde, aucune manière de s'approprier une situation, de réfléchir, d'imaginer, ne peut se faire sans la création d'images mentales. Et donc que c'est vraiment le nœud de tout notre contact au monde et de tous nos apprentissages. Et c'est effectivement, c'est un support de langage, c'est un support d'imagination, c'est un support d'apprentissage dans tous les domaines, et c'est un support de raisonnement, de construction mathématique. Et pour moi, ça a été, c'était quelque chose comme on le fait sans le savoir. Et de s'apercevoir, d'essayer d'un peu de décortiquer les mécanismes de cette construction mentale, ben, ça a été pour moi une grande découverte et ça m'a beaucoup, beaucoup intéressée. Est-ce on peut donner la parole, puisque Christian Merca, notre mathématicien, notre magicien mathématicien, est là avec nous. Christian, ce serait chouette ce que tu as mis dans le chat, que tu nous le repartages, s'il te plaît. Oui, j'ai juste mis de ce que j'avais compris des notes, quoi. Voilà, de ce que vous disiez. C'est tout, hein. Alors, il y a elle qui dit j'ai l'impression d'avoir trouvé ma tribu. Ah oui, c'est moi, c'est Léa. Léa. Ah oui, oui, complètement, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma tribu parce que moi, c'est mon cheval de bataille, mais je suis seule au monde dans mon coin, là. Et ça commence à prendre un peu, mais c'est difficile. Et en même temps, là, quand tu dis, Christian, on le fait de manière inconsciente sans l'expliciter, ben, chez Antoine de la Garandrie, justement, c'est tout le processus l'explicitation de ces images-là. Et ça va ensemble, en fait, ça se complète complètement. Là, avec
il y a une personne sur Paris qui s'appelle Edwige Cosset qui forme à la gestion mentale de Antoine de la Garandrie. Je viens de terminer sa formation et on était sur le point de commencer ensemble quelque chose avec compte et gestion mentale et maths. Donc, c'est pour ça que je vous dis, j'ai l'impression d'avoir trouvé ma tribu parce que c'est exactement ce qu'on fait. Et là, on a comment je vais dire, enfin, j'ai du mal. Il y a des choses, je vais pas réinventer l'eau chaude, quoi. Vous avez fait un travail fabuleux et on peut montrer aussi votre travail ici. C'est génial. Merci beaucoup, Léa. C'est vrai que je vais vous repartager. Attendez, je vais vous repartager. Alors déjà, je vais vous partager notre petit fascicule que vous pouvez tous télécharger. Alors, attendez, je vais procéder de cette manière. Voilà. Voilà. Normalement, voilà. Donc, vous pouvez télécharger ce petit fascicule sur le site à la fin dans la partie projet. Ainsi, vous avez une présentation générale de la démarche. C'est quelque chose aussi qui est plus pratique à partager avec vos collègues enseignants ou vos interlocuteurs dans les écoles, groupes scolaires, enseignants, directeurs, directrices. Voilà, on a tous les aspects de la démarche sont balayés. Et donc ça, c'est un premier outil très utile à partager. Et puis, je vais vous partager à nouveau le site, alors qui ne cesse de s'enrichir. Alors, je vais revenir sur la page d'accueil. Alors, dans les derniers, voilà. Comment utiliser Mintemath? Bon, la forme va encore évoluer, mais ça y est, ce bouton est arrivé. Et donc, vous avez ici le mode d'emploi en fait du site avec les différentes étapes entre la découverte des notions mathématiques, l'approfondissement d'un conte, et l'approfondissement de la notion, pardon, à partir d'un conte, faire découvrir la démarche mathématique, et vous avez des exemples, travailler les compétences transversales ou aller plus loin aussi avec une pratique de conte oral en classe. Donc ça, c'est pour le mode d'emploi. Ensuite, vous avez les contes à dire avec, mais je crois que la plupart d'entre vous, vous l'avez déjà vu. Alors je l'explicite pour vous parce que ici, vous voyez quand je passe ma souris sur la fiche, apparaît une étoile. Si le joueur de lire est un conte utile pour moi, je peux tout à fait cliquer dessus. Et puis la forêt du siècle, et puis combien de gouttes, et après je vais demander mes favoris. Du coup, ça va être un outil de tri supplémentaire. Il y a un autre outil de tri je vous ai déjà découvert tout à l'heure avec le conte de randonnée, mais ce peut être voilà, les légendes, ou ça peut être les devinettes. Voilà, et il y en a un certain nombre. Après le type d'histoire, ici, Oh, le il y a zèbre, c'est quoi? Parce qu'ils sont en train de faire la démo. une autre Quoi, icône le qui zèbre? va arriver, qui sera celle d'une vidéo, parce que on a un certain nombre d'histoires enregistrées, mises à disposition, donc qui peuvent être réutilisées tout à fait dans un contexte de classe. Et il y a en particulier aussi 3 vidéos qui ont été réalisées par l'équipe de l'IREM, Christian Merca et Laurent Chenoux, qui permettent de rentrer dans la résolution d'un récit qui implique une étape d'une résolution mathématique. Voilà, donc on a plusieurs catégories de vidéos. Ici, vous avez par les notions mathématiques, donc on peut être sur les nombres, et donc seulement les nombres vont apparaître, ou encore sur l'optimisation. Alors, je décoche, voilà, je décoche les devinettes.
Et là, du coup, j'en ai deux qui sortent. Je peux être sur le temps. Voilà. Et il y a tous ces récits qui travaillent avec le temps, les angles. Voilà, vous avez ces récits-là, etc. Ensuite, évidemment, il y a les tranches d'âge. Certains récits, certaines histoires, vous voyez comme l'ombre de Gérexetti, elle fait 10, 12 et 13 et plus. Certaines font 7, 9. Voilà, ici, on a 3 tranches d'âge. On a préféré conserver, parce qu'il y a des histoires qui peuvent même occuper jusqu'au niveau du lycée et de l'université. Mais en réalité, évidemment, on est resté dans les tranches d'âge qui concernent le projet directement, mais ça nous permet, un enseignant en maternelle, voilà, il peut sélectionner direct, il va tout de suite aller vers les histoires qui l'intéressent et il va avoir toute une sélection. Donc ça, c'est pour les tranches d'âge. Pour la démarche mathématique, on peut être sur des récits qui vont encourager la collaboration ou la pensée créative. Voilà, ou la gestion de l'erreur. Alors, tiens, c'est parce que je suis restée, voilà, en gestion de l'erreur. Il va y en avoir beaucoup plus que ça. Voilà, donc je décoche. Et puis ensuite, on est sur les compétences transversales. Et alors, je vais prendre par exemple planifier. Voilà. Donc, du coup, les enseignants peuvent tout à fait utiliser le site tel que, ou encore, ils peuvent, à partir de ces fiches, élaborer naturellement, j'arrête le partage d'écran, leur propre projet, leur propre conduite de classe sur une séance ou plusieurs séances. Voilà. Il y a Crictech qui évoque Gattegno. Est-ce que tu peux nous en dire plus? Alors, sur la personne elle-même, parce que j'ai vu des liens Wikipédia sur différentes choses, donc j'ai envoyé un lien Wikipédia, donc il faudra le lire pour connaître la personne. C'est une approche pédagogique qui est basée sur la prise de conscience. Qu'est-ce qui faire en sorte de déclencher des prises de conscience et donc, c'est par les prises de conscience que l'on capte quelque chose de manière, on va dire, assez complète. Pour pas faire long, je vais prendre un exemple personnel qui m'a mis sur la voie de découverte de cette pédagogie. Comme beaucoup, à 13 ans, j'apprends Pythagore au collège. J'ai rien compris, 3 lignes, 3, 4 et 5, et une forme d'addition dans la formule. Et du coup, je ne comprenais pas ce que c'était, quoi, ce que ça voulait dire. Et puis, 10 ans plus tard, je vois un dessin, le même triangle rectangle, avec un carré dessiné de chaque côté. Et là, je me rends compte que ce que je lis, c'est une addition de surface, ce que je n'avais pas compris. Donc, à 23 ans, en gros, je prends conscience de cette formule de Pythagore, qui est une addition de surface et non pas une addition de lignes. Hein. Bon, mais je me dis, tiens, je suis trop idiot, et j'ai mis 10 ans à comprendre. Vite fait, 20 ans plus tard, je cherche une pédagogie pour aider les primo-arrivants à apprendre le français. Et sur cette approche qui s'occupe des langues aussi, je vois les maths. Et lors d'un stage avec des enseignants qui se formaient à cette pédagogie, on travaille sur un géoplan. C'est comme un jeu d'échecs ou jeu de dames avec des clous, un truc tout simple avec des élastiques. On fait des figures. Et là, le but du travail était de faire prendre conscience aux élèves de Pythagore, addition de surface. Et ce jour-là, j'ai pris conscience de la prise de conscience. Et donc, ce sont des images mentales. Enfin, voilà, c'est pour ça que je dis ça, parce que c'est une expérience personnelle qui m'a beaucoup touché et qui m'a motivé à approfondir. Et c'est ce travail d'image mentale. Et la représentation, c'est ça, c'est que ce terme de Pythagore, pour moi, avant, c'était des mots, des choses que je ne comprenais pas. Et quand j'ai eu l'image mentale, là, j'en ai pris conscience. Voilà. Donc, c'est comment. Donc, il y a les réglettes. Je précipite un peu quand j'évoque ça, parce que je ne veux pas prendre de temps, mais sans vouloir être confus. Mais il y a aussi les réglettes Cuisenaire, qui sont des réglettes de couleurs et qui montrent un aspect géométrique des nombres, des chiffres. Et ça, c'est extrêmement important, en tout cas à découvrir comme outil qui permet de faire des images mentales des opérations mathématiques. Que ce soit les fractions, les additions, les opérations de base,
on a une vision de ce que ça représente. Plutôt que d'avoir voilà, des chiffres au tableau qui sont que des dessins, hein. Un dessin plus un dessin fait un autre. Mais là, on a une vision géométrique, une vision de ce que c'est. Donc voilà, ce sont juste des pistes que je vais vous envoyer le lien aussi. Ça vous permettra de découvrir ces outils, mais qui ont un lien avec les images mentales. Voilà. Merci beaucoup, Christian. S'il n'y a pas d'autres remarques, comme on a fait le tour et on arrive au niveau du temps, au terme de ce temps de rencontre, Marie-Odile, est-ce que tu as des choses à rajouter? Non, je crois que on a dit un peu beaucoup de choses là. Donc, Bon. Alors, je vous invite à nous retrouver au mois de février avec Nicolas Nédélec et Laurence Chenoux, parler de ce webinaire. Il sera de toute façon, celui-ci sera en replay comme les autres sur la chaîne YouTube de La Grande Oreille. Et puis ensuite, au mois de mars, on ira du côté du jeu avec Marie L'Huissier. J'aurai le plaisir de l'accueillir et de la suivre dans ses expériences et ses réflexions. Et on terminera ce cycle au mois d'avril avec Christian Mercat et Alain Carpati. Voilà. Passez il y d'excellentes a, fêtes de fin d'année. il y a Caroline qui demande de remettre les dates des webinaires prochains de février et de Alors, mars. toutes les dates sont sur le Facebook de La Grande Oreille et sur le Facebook Mythe et Maths. Vous pouvez retrouver tout le récapitulatif avec les horaires et à chaque fois le sujet et les animateurs, animatrices de la rencontre. Donc, je vous invite à visiter notre Facebook Mythe et Maths ou sur le Facebook de La Grande Oreille. Voilà. Et à très bientôt alors. À Passez très des belles bientôt. fêtes de fin d'année. Au revoir. Et tout ce webinaire sera mis à disposition, l'enregistrement sera mis à disposition aussi pour le consulter en différé. Merci, au revoir. Au Au revoir revoir. aux uns aux autres. Merci Bonne Noël, Christian, bonne merci fête de fin Marie-Odile, d'année. merci à vous tous d'être Merci, là. bonne fête.